à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite, les titres de votre journal. L'examen des personnalités des 12 jeunes accusés d'avoir participé au meurtre de Kevin et Sofiane se poursuit devant la cour d'assises des mineurs de l'Isère. Nous ferons un point sur ce 4e jour de procès avec Jean-Christophe Solari que nous retrouverons en direct du palais de justice de Grenoble. Et puis nous vous ferons découvrir un spectacle de danse plutôt étonnant, le mouvement de l'air, c'est son nom, mélange chorégraphie et images numériques. Il s'agit de la dernière création de Claire Bardenne et son complice Adrien Mondeau, présenté à l'Hexagone de Mélan et partout ensuite dans les Alpes. Enfin, un mot de votre météo avec un beau soleil présent toute la journée, température de 16 à 19 degrés. Mais d'abord, un point sur le procès de Larix d'Échirolles. 4e jour de procès devant la cour d'assises des mineurs de l'Isère. L'examen des personnalités des 12 accusés se poursuit. On retrouve sur place devant le palais de justice de Grenoble Jean-Christophe Solari. Bonjour. Alors hier, l'un des accusés aurait formulé, Jean-Christophe, des excuses devant la cour. Effectivement, Pauline, l'examen des personnalités est l'occasion pour eux d'exprimer leurs sentiments, de dire s'ils ont entamé ou pas une réflexion en détention. Et hier, Mohamed El Hadj, qui a 23 ans et qui serait à l'origine de l'expédition punitive, aurait exprimé des regrets devant les jurés. J'ai versé des litres de larmes en prison, aurait-il militaire, bien noté par ses supérieurs. Une émotion qui lui aurait même coupé la voix. Encore hier, à l'audience, je vous propose d'écouter son défenseur, Maître Dreyfus. Carcan, qui pèse, qui a pesé pendant toute l'instruction, qui pèse encore dans le box. Et c'est là la difficulté à verbaliser et à libérer la parole. Et pour nous, avocats de la défense, je pense que c'est l'un des plus gros défis pour quitter des postures qui n'ont pas lieu d'être face à un tel drame et arriver à la sincérité qui ne peut être que la sœur de la vérité. Alors les familles de Kevin et Sofiane ont bien du mal à croire en cette sincérité des propos. Elles ont encore à l'esprit les mots et les images diffusées sur Facebook et notamment Mohamed El Hadj qui aurait affirmé sur son profil Mo Kawasaki ne rien regretter de ce qu'il qualifie d'erreur du passé. Je vous propose d'écouter Steven Noubissi, le frère aîné de Kevin. Moi les regrets, je ne suis pas dans son cœur ni dans sa tête. Après, les paroles sont en général retransmises par des actes. Et ces actes ne montrent pas de regret. Il suffit de regarder son profil Facebook, qui a été fermé ce jour, mais on a encore des images, ou de regarder son attitude pendant les audiences. Et moi, les regrets, personnellement, j'y crois pas. Après, de ce que je pense de lui ou de ses copains, ça change rien. Je suis ni dans le pardon, ni dans la vengeance, juste dans la sanction, qu'on les sanctionne à hauteur du crime. L'examen donc des personnalités se poursuit encore aujourd'hui avec Errada Diakabi, 23 ans. Il aurait usé d'un pistolet à grenaille le soir de la rixe et du lynchage. Et puis Nader Amandeli, 21 ans, lui aurait frappé Kevin avec un marteau à la tête. Merci beaucoup Jean-Christophe. Cette information à lire sur notre site internet France 3 Alpes. Avec les suites de l'affaire Air Cocaïne, cette nuit Pascal Fauré a rejoint le pilote isérois Bruno Dos en détention provisoire à la prison des Baumettes à Marseille. Les 2 hommes ont été précédemment entendus par les juges d'instruction chargés du dossier. Tous les détails sur notre site alpes.france3.fr. Ce jeudi correspond à la 3e journée nationale de destruction des contrefaçons. L'occasion pour les douanes du Léman d'exposer à la presse le fruit de leurs investigations et surtout les détruire. 47 000 articles saisis ces derniers mois sont concernés. L'opération de destruction se déroule toute la journée au bureau de douane de Saint-Julien-Bardonnex. La contrefaçon touche toutes sortes de produits de consommation. C'est ce que va nous expliquer le directeur des douanes. On l'écoute. Historiquement, la contrefaçon touchait les produits de luxe, et notamment la France, puisqu'on avait les produits de haute couture et la parfumerie qui étaient touchés. Alors que maintenant, la contrefaçon touche tous les produits de masse. On va passer essentiellement sur des produits de la grande distribution, de la colle, des couteaux, des cartes mémoire, enfin tous les produits qui peuvent se vendre, puisque la logique du contrefacteur, c'est de réduire les coûts de distribution et de se faire de l'argent. On poursuit avec cette question. La MJC d'Annemasse Sud vit-elle ces derniers jours? La structure qui accueille entre 100 et 150 jeunes de ce quartier populaire à chaque vacances scolaires est en cessation de paiement depuis lundi. Les comptes de l'association sont dans le rouge. La mairie parle de mauvaise gestion. La MJC déplore un manque d'argent public. Marion Feutry, Dominique Sommet. Mercredi, devant la MJC Sud à Annemasse, lieu de rendez-vous habituel des jeunes du quartier Perrier. Beaucoup n'en ont pas conscience, mais cette structure vit peut-être ses derniers jours. Elle est en cessation de paiement.
Pour nous, c'est un crève-cœur que de fermer peut-être la maison parce que le tribunal n'a pas rendu son verdict. Et puis on a l'impression qu'il y a certaines personnes qui jouent les fossoyeurs et donc c'est fatigant parce que tout ça aurait pu être évité. 220 000 € de déficit, une gestion défaillante et de l'argent public mal utilisé. Voilà ce que pointent 2 récents audits. Ajoutez à cela 2 poursuites devant les prud'hommes, une situation devenue incontrôlable pour le nouveau conseil d'administration. Moi j'ai pris la présidence pensant qu'on pouvait encore sauver quelque chose et là malheureusement c'est trop tard, c'est déjà trop tard. Ça fait des années qu'il y a eu des alertes qui n'ont pas été prises en compte. Et c'est aujourd'hui, je pense, que les gens prennent la mesure du gâchis. Principal financeur de la MJC avec plus de 600 000 € de subventions par an, la mairie d'Annemasse parle d'un déficit structurel. On a eu une lente dérive qui fait qu'il y avait toujours les mêmes recettes publiques, mais il n'y avait plus de recettes propres à la MJC, moins d'adhérents, moins d'activités, moins de fréquentation et des dépenses qui par ailleurs, alors qu'il y avait moins de monde, augmentaient encore plus. Si ce n'est pas une mauvaise gestion, cela... L'avenir de la MJC se jouera vendredi devant le tribunal, redressement judiciaire ou liquidation, à la justice de trancher. En Haute-Savoie, toujours, la clinique de Cluses est enfin fixée sur son sort. L'établissement pourra poursuivre son activité. L'ARS, l'Agence régionale de santé, a donc dit oui à 3 demandes sur 4. La clinique pourra notamment exercer la chirurgie ambulatoire. En revanche, l'hospitalisation complète a été refusée pour ne pas faire doublon avec l'hôpital de Sallanches, situé à proximité. Il s'agit aussi d'éviter la concurrence entre les établissements. Troisième volet de notre série consacrée à l'innovation énergétique avec un secteur dans lequel notre région est en pointe, le développement des véhicules à hydrogène. Start-up et grandes entreprises de la région investissent dans ce mode de déplacement propre. Explication Cédric Picot avec Aurélie Massé. Voici le véhicule à hydrogène à la française. Une voiture électrique qui fonctionne avec une batterie classique et une pile à combustible. Un modèle hybride conçu pour fonctionner à l'échelle d'une agglomération. Vous avez un véhicule électrique de base, comme ce Kangoo Z2 que l'on voit derrière moi, qui a une autonomie qui s'étend entre 100 et 150 km selon les types d'utilisation. Et en ajoutant l'hydrogène, on lui donne jusqu'à 300 km d'autonomie. Ça, c'est la petite spécificité française par rapport à d'autres applications que développent les constructeurs allemands ou japonais qui sont purement basés sur l'hydrogène. Préparées par une start-up grenobloise, ces voitures ne rejettent que de l'eau. Une vingtaine d'entre elles circulent en silence dans l'agglomération depuis quelques mois. Cette flotte sert de base au déploiement de toute une filière, de la conception des véhicules à la mise en place de stations de recharge en hydrogène. Ces premières flottes, finalement, vont permettre de rentabiliser des stations qui coûtent moins cher, qui sont adaptées et évolutives en fonction de ces flottes. Et les premières se sont installées à Grenoble, à Lyon. On a annoncé Sarreguemines récemment, il y en a d'autres qui vont se mettre en place en France. On a une dizaine de stations qui sont en train de se monter à différents stades d'avancement et on en aura une centaine à l'horizon 2018. Et voici à quoi ressemblent ces fameuses stations à hydrogène mises au point en Isère. En apparence, elles sont similaires à une pompe à essence classique, les odeurs et les fluides en moins et l'intelligence en plus. Voilà, la voiture est connectée, j'ai plus qu'à signifier à la station que je suis prêt à faire un plein. Le remplissage automatisé dure entre 3 et 5 minutes. Donc là, on vient de faire un plein complet de 5 kg et on va pouvoir faire environ 550 km. En plus de ces petites unités, cette entreprise de Sassenage produit aussi de plus grands équipements. Des points de distribution d'hydrogène similaires aux stations essence classiques. Une technologie locale qui s'exporte déjà dans le monde entier. Celle-ci va partir en Allemagne, dans un projet où à terme on aura jusqu'à 400 stations implantées en Allemagne avec d'autres partenaires. On a aussi des réseaux de stations dans d'autres pays européens, en particulier au Danemark. On est impliqué dans des schémas de mobilité hydrogène également aux États-Unis, avec un réseau de 12 stations par exemple dans l'est des États-Unis, mais aussi en Californie. Et on va aussi exporter nos stations au Japon. Seul bémol, 97% de la production mondiale d'hydrogène se fait grâce au méthane et dégage du carbone. Mais les ingénieurs isérois mettent déjà au point des stations capables de fabriquer de l'hydrogène grâce à l'énergie solaire ou éolienne et au biométhane. Une innovation qui rendra cette source d'énergie inépuisable totalement propre.
Voilà, l'Isère et la ville de Grenoble en pointe pour les véhicules à hydrogène, en pointe aussi dans le secteur des objets connectés, avec ce premier salon organisé dans la capitale dauphinoise. Baptisé IoT Planet, ce forum présente les dernières innovations dédiées donc aux objets connectés. On en parle de plus en plus et cela touche de nombreux domaines de la vie courante comme la santé, la sécurité ou encore les véhicules. Une vingtaine d'entreprises et start-up du monde entier sont présentes à Grenoble. Recherche toujours avec ce mariage plutôt insolite. Le CEA de Grenoble, présent d'ailleurs au Salon des objets connectés, et Rossignol ont signé un accord où quand la recherche se met au service des sports de glisse. Il s'agit d'un partenariat de 5 ans, un accord dont on va parler avec vous, Pierre Darmien. Berger, bonjour, vous êtes responsable partenariat stratégique au CEA Grenoble. Alors c'est vrai, quand on parle du CEA, on pense souvent nucléaire, chercheurs très techniques. Et là, Rossignol est venu taper à votre porte. Pour quelle raison ? Eh bien, pour innover. Alors, on travaille dans le nucléaire, le CEA travaille dans le nucléaire, mais en fait, le CEA travaille beaucoup avec les industries de tout type, de tout domaine, tels que ceux que vous avez cités, qui participent à IoT Planet. Mais on retrouve de partout de l'innovation et Rossignol se prend dans ce jeu-là et souhaite innover pour poursuivre sa grande démarche de diffusion des produits grand public de partout dans le monde. À quoi vont ressembler les skis de demain ? Là, pour l'instant, vous en êtes à la signature du partenariat, donc c'est tout nouveau, mais qu'est-ce qu'ils vous ont demandé finalement ? Alors, comme toute entreprise, elle vient nous voir en disant on veut innover et le cahier des charges est rarement bien ficelé. Donc, ce qui est intéressant, c'est de croiser les connaissances des experts de Rossignol et de croiser les connaissances des experts du CEA. Et en fait, c'est là où quelque part la magie va se créer, où on a défini des grandes trames, on a défini un cadre, des sujets pour effectivement rendre plus smart, plus intelligent des skis ou tout simplement plus performants, puisque la performance, surtout dans le domaine du sport, c'est quand même un critère d'excellence. C'est un critère qui fait vendre les produits et ce sont des paramètres qui font rêver aussi les gens. Donc c'est sur ces points que l'on va insister, que ce soit avec nos matériaux, que ce soit avec nos capteurs. On a des spécialistes dans ces domaines, donc Rossignol va se servir de ces expertises. C'est quoi ? C'est des skis plus légers, par exemple ? Ça peut être des skis plus légers, plus raides ou plus souples, plus réactifs, plus glissants. C'est là où en fait toute l'innovation va se créer et on a un programme de quelques mois qui va se dérouler, qui a commencé de se dérouler puisqu'on a commencé dès la signature au mois de juillet pour définir effectivement ce cahier des charges et puis ces performances que l'on veut atteindre. Est-ce que ça s'adressera au grand public ou seulement aux grands compétiteurs ? Comme tout domaine, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que Rossignol va évidemment tester avec ses propres testeurs, en faire bénéficier son Martin Fourcade ou ses autres champions. Et puis derrière, on va le retrouver sous nos skis, à vous et à moi, et puis, je l'espère, au ski des gamins. Merci beaucoup d'avoir participé à ce plateau. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Les sapeurs-pompiers de Chambéry ont une nouvelle fois fait preuve d'originalité pour leur traditionnel calendrier. Ils se sont mis en scène, c'est le cas de le dire, au travers de films très connus. Un clin d'œil au cinéma qui semble plaire aux Chambériens, comme l'ont constaté Xavier Schmitt et Frédéric Pasquette. Superbe mise en scène. Bravo. Merci beaucoup. Bon, il faut donner des sous maintenant. Il est où le patron ? Il s'est caché. La tournée traditionnelle du calendrier chez les commerçants et les habitants. Une fois de plus, les pompiers de Chambéry se distinguent par l'originalité. Pour 2016, ils ont réalisé 12 parodies de films. Le Cornio, Top Gun ou encore Les Bronzés, ou plutôt les pompiers font du ski. Merci bien. C'est une très bonne idée. C'est divertissant, c'est amusant, et puis on essaie de reconnaître nos pompiers, donc c'est sympathique. Les pompiers chambériens n'en sont pas à leur ballon d'essai. Depuis une dizaine d'années, ils donnent un nouveau thème à chacun de leurs calendriers. Ils se mettent volontiers en scène, non sans humour. Et ils font tout eux-mêmes, à part la mise en page et l'impression. Ils ont fini par inspirer des collections. Il y a des collectionneurs de calendriers, bien sûr. Tous les ans, après la tournée, on reçoit des courriers de passionnés qui nous demandent des calendriers, à qui on leur envoie avec grand plaisir pour étoffer un petit peu leur collection. Et il y a aussi des gens sur Chambéry qui sont passionnés par le métier de pompier, les camions, et voilà. Les pompiers de Chambéry. Le calendrier est distribué au profit des œuvres sociales des soldats du feu. Des étrennes, bien sûr, mais aussi des liens tissés avec la population. Comme chaque année, un très très bon accueil de la part de la population, des commerçants, des particuliers, chez qui on passe également.
Ils sont toujours satisfaits et on reste un moment avec eux à regarder leurs commentaires sur les nouveaux calendriers et de leur voir avoir un petit sourire sur le visage, ça fait toujours plaisir. La tournée du calendrier, comme sa création, est effectuée sur le temps de repos des pompiers. Et dès janvier, ils commenceront à plancher sur le cru 2017. Direction à présent l'Hexagone de Mélan pour découvrir un spectacle qui marie la danse avec les arts numériques. Reportage Damien Borelli et Franck Serroni. Un danseur en suspension esquisse un pas de deux acrobatique avec une nébuleuse de pixels en mouvement. Magicien de l'image et de l'expression des corps, la scénographe Claire Barden et son complice Adrien Mondeau, maître des arts numériques, se sont lancés un nouveau défi, rendre visible un mouvement imperceptible, celui de l'air. Ce spectacle, ça part de l'imaginaire de l'air. On en traverse différentes formes. Notre outil, c'est toujours des vidéoprojections animées en direct qui parlent de l'air. Donc, alors on a des tornades, on a des particules en apesanteur, on a des lignes qui rappellent la vivacité du vent. Véritable marque de fabrique de ces géniaux artisans de l'image, cette écriture chorégraphique numérique imprime la rétine et nous plonge dans une succession d'émotions. On fait apparaître un mirage collectif, finalement, devant les spectateurs, devant leurs yeux. Et on leur demande de participer à ce voyage un peu abstrait, mais qui parle aussi de choses qui peuvent être très concrètes pour chacun, puisque les images abstraites, leur intérêt, c'est qu'elles sont très ouvertes et qu'elles peuvent s'adresser à chacun en fonction de son histoire, de son vécu, de son imaginaire. En interaction avec les images numériques, les danseurs jouent avec ce partenaire immatériel en perpétuel mouvement. On a un espèce de dialogue, il y a des choses qui sont des espèces de tops en fait, qu'on donne à la vidéo ou que la vidéo nous donne. Et en fait, c'est vraiment une bestiole qui réagit à nos mouvements, à nos inspirations, à nos regards. Tapis dans l'ombre, le musicien Jérémy Chartier dialogue avec les danseurs et les images. Sa partition, jouée en direct, fait écho au mouvement de ses partenaires. Moi, dans cette création, je voulais aussi qu'il y ait des mouvements, comme une écriture globale, qu'on soit dans des énergies différentes, autant pour les ambiances sonores que pour les corps aussi, qu'il y ait des choses différentes aussi à proposer. Le mouvement de l'air est présenté à guichet fermé à l'Hexagone de Mélan, mais ce voyage onirique repassera dans les Alpes le 29 janvier à Châteaurouge à Annemasse.